Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer notre audition. Michael Cosson, qui est le rapporteur de cette mission, va nous rejoindre parce qu'il finit une audition dans une autre commission. On va vous laisser vous installer. Donc aujourd'hui, c'est donc l'audition de Jean-Claude Drian, qui est professeur émérite à l'école d'urbanisme de Paris et qui, par ailleurs, est l'auteur de nombreux ouvrages et nombreuses études sur la question du logement. Je salue également la présence dans la salle de Lionel Cos, député des Landes et président du Conseil national de l'habitat. Voilà. Donc, en l'absence du rapporteur, je vais dire quelques mots très rapides. Non, je salue l'arrivée de M. Da Silva, député du Val d'Oise. Je disais, en l'absence du rapporteur, quelques mots sur cette mission, très rapidement. C'est une mission qui nous a été confiée par la conférence des présidents de l'Assemblée, par la présidence de l'Assemblée. Donc on n'est pas sur une mission d'une commission en particulier, c'est une commission transversale. J'en assure la présidence et Michael Cosson qui est député, donc moi-même Stéphane Peu, député de la Seine-Saint-Denis, et Michael Cosson qui est député des Côtes-d'Armor, on est le rapporteur. Alors on est un peu en fin de parcours de cette mission. On espère rendre nos travaux, disons, on va dire début mars pour pas être trop optimiste sur le calendrier, sachant que ça ne vous aura pas échappé. On avait fait l'audition d'un ministre, mais là il y en a pas. Donc il y en aura, je suppose qu'il y en aura un bientôt, et quand il y en aura un, ce serait, si c'est pas le même, on fera sans doute une audition également, parce que ça nous semble tout à fait normal de conclure nos travaux en entendant le ministre, si le ministre devait ne pas être Patrice Vergrit. Voilà, donc c'est une mission intitulée L'accès des Français au logement digne et à la réalisation d'un parcours résidentiel durable. Donc autant dire que c'est un thème relativement large. Pourquoi large? Parce que quand on a lancé cette mission, il y avait plusieurs lois qui étaient dans les tuyaux. Il y en a une qui est passée la semaine dernière sur les copropriétés et l'habitat dégradé, donc très, très centrée sur cette problématique. Il y en a une autre qui finalement a été adoptée lundi sur la régulation du marché du locatif meublé, Airbnb, enfin des meublés touristiques. Il y en a une autre qui va venir demain sur la transformation des bureaux en logements. Donc il y a quelques lois comme ça qui sont un peu sur des sujets très, très, très particuliers et tout à fait utiles. Simplement, on en était resté aux annonces du président de la République l'été dernier ou en septembre, je ne me souviens plus exactement, et sur le fait qu'il y aurait une grande loi d'orientation sur le logement, et ce qui avait été confirmé par le ministre Vergrit en parlant d'une loi d'orientation et de décentralisation des politiques du logement. Et donc notre mission, c'est plutôt calée par rapport à ce calendrier-là, à savoir avoir une mission parlementaire qui puisse éclairer, abonder, donner un avis, faire des propositions sur la crise du logement dans notre pays, quelle est sa véritable nature, essayer d'en diagnostiquer un peu les causes et les conséquences, et puis de faire formuler un certain nombre de propositions. Alors, on a envoyé un questionnaire qui est un questionnaire type identique à toutes les personnes qu'on a auditées, donc à chaque fois en précisant à chacune d'entre elles que c'était un questionnaire qui pouvait qui ne nécessitait pas de répondre forcément à toutes les questions, parce que toutes les questions ne s'adressaient, enfin non, toutes les personnes qu'on audite n'ont pas forcément les compétences ou les qualités pour répondre à tout, mais enfin ça permettait que chacun ait la trame un peu du champ de nos investigations et de nos réflexions.
Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est que vous commenciez par un propos introductif. Nous, on est très, on est très intéressé pour avoir été éclairé à la fois par votre analyse, par votre expérience, par la masse de données chiffrées que vous communiquez régulièrement aux uns et aux autres. J'avais trouvé très intéressant la communication que vous aviez faite à l'Assemblée générale de la Fédération française du bâtiment, qui quand même nous éclairait pas mal sur la situation, sachant qu'il faut quand même qu'on arrive à se mettre d'accord. Enfin, faut que notre rapport arrive quand même à éclairer la représentation nationale sur c'est quoi la crise du logement, comment elle se caractérise, combien il y a, combien, enfin, on a tout un débat sur combien faudrait-il produire, combien de personnes souffrent ou sont en difficulté vis-à-vis du logement, et que c'est toujours mieux d'être d'accord sur un diagnostic pour essayer de dégager des pistes de réponse. Monsieur Drian, c'est à vous. Ultime précision, c'est mieux de le dire. Nous sommes, c'est enregistré et filmé, donc il y aura une et retransmis. Et puis voilà, donc il y aura une trace vidéo de cet entretien. Merci de m'avoir invité. Je suis effectivement pas sûr d'avoir des réponses extrêmement précises, en tout cas ici avec moi, à toutes ces questions, à ces préoccupations. Je peux, sur un certain nombre de chiffres, m'engager à les envoyer dans l'heure, à mon retour, parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai facilement, auxquelles je peux accéder facilement, mais pas ici. Voilà. D'abord, l'analyse de la crise du logement, pour le coup, je pense que ça mérite d'être pointé, mais au risque de dire des choses qui peuvent apparaître un peu banales. Mais pour moi, il y a la situation d'aujourd'hui, c'est le résultat de la superposition de deux choses. D'abord, alors faut-il employer le mot de crise? Moi, je l'ai pas mal employé, y compris dans un bouquin avec Pierre Madec, où on parlait de crise du logement au pluriel, qu'on a sorti il y a de ça bientôt 5 ans. Mais qui relève plutôt d'un problème structurel du logement qui s'est développé finalement au cours des 25 dernières années, à partir du moment où les prix ont commencé à leur pente ascendante en sortant finalement de l'épure de ce que sont l'indice des prix à la consommation, l'évolution des revenus, etc. Bon. Donc on a des prix, il y a eu deux périodes en fait d'évolution des prix. Il y a une première période 1998-2008 où les prix ont doublé partout. Voilà. Alors quand je dis les prix, je parle des prix de l'ancien, parce que c'est ceux qu'on mesure le plus facilement finalement, notamment avec les transactions des notaires. Je ne parle pas des loyers qui ont évolué de façon beaucoup plus modérée. Hein. Mais si on se concentre donc sur les prix de l'ancien, entre 1998 et 2008, ils ont doublé partout. Ce qui, dans un premier temps, peut sembler étrange, parce que, de fait, si on regarde un peu cette évolution, ils ont doublé aussi bien à Saint-Étienne qu'à Paris, ou à Nevers, ce qui est quand même un des endroits où j'ai un petit peu travaillé avec les élus ces derniers temps, enfin pas ces tout derniers temps, mais il y a quelques années, qui est un des endroits qu'on peut considérer comme un des marchés les plus détendus de France. Voilà. Ce qui génère d'ailleurs un certain nombre de difficultés. Hein. Certes, on peut s'y loger relativement facilement, mais les problématiques des centres vides, etc. Mais bon, ce que ça signifie quand même, ce doublement des prix partout, c'est que les écarts interterritoriaux se sont considérablement creusés. En gros, si on passe à Paris de 4 000 euros à 8 000 euros du mètre carré, je m'arrête à 2008 pour l'instant, hein, et qu'à Saint-Étienne, on passe de 500 à 1 000 euros du mètre carré, on a doublé partout, mais les écarts entre Paris et Saint-Étienne se sont considérablement creusés. Et ça, c'est des écarts, pour le dire autrement, c'est des écarts de capacité d'accès au marché du logement pour les ménages. À revenu égal ou à revenu quasiment égal, de fait, les difficultés d'accéder au logement entre ces deux extrêmes, et évidemment, il y a tout un tas de situations au milieu, mais dans lesquelles partout les prix ont doublé, c'est voilà, premier phénomène. Deuxième période. Pourquoi 2008 ? Parce que 2008, c'est la crise financière. Hein, c'est un moment où il y a eu
petit choc, mais qui en France n'a été qu'un petit choc sur le marché immobilier. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des mesures contracycliques extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Ouverture généralisée du prêt à taux zéro, sans plafond de ressources, sans rien, dans le neuf comme dans l'ancien, etc. Il y a une capacité d'accès au prêt à taux zéro démultipliée, création du cellier. Alors il y avait déjà des dispositifs de défiscalisation de l'investissement locatif, mais le cellier était très puissant dans ses modalités. De l'argent injecté dans le monde du logement social, c'était la fin du plan de cohésion sociale, mais il y avait de l'argent dans le logement social. Bref, on a évité la crise. On voit sur la courbe des prix, qui est bien connue, mais que je vous enverrai, on voit qu'il y a un petit creux, mais très vite ça repart. Très vite ça repart, et les choses se différencient beaucoup plus. Alors, cette deuxième période est plus différenciée que la première où ça a doublé partout. C'est-à-dire qu'on a notamment évidemment le Grand Paris, mais aussi la plupart des métropoles dans lesquelles la hausse des prix a repris à pleine allure. Et puis d'autres territoires, là on peut reprendre les Nevers, Saint-Étienne et autres, dans lesquels on a eu plutôt une stabilisation, voire un peu de baisse. Mais ça veut dire là aussi que les écarts ont continué à se creuser. Donc il y a dans la crise, il y a une première dimension qui est une dimension territoriale, de montée des écarts territoriaux. Et puis le deuxième élément, qui a été longtemps masqué par l'euphorie immobilière, allez, on va le dire comme ça, jusqu'à la crise sanitaire, on a vécu des années dans lesquelles les propriétaires qui mettaient leur logement en vente le vendaient dans la journée, et dans la plupart des territoires. On a beaucoup construit. Jusqu'en 2017-2018, on a effleuré les 450 000 logements. On n'est pas arrivé à 500 000, mais en autorisation, on n'était pas loin des 500 000, mais en vraie mise en chantier, on était quand même encore un peu au-dessous, mais on est monté à des sommets qu'on n'avait pas atteints depuis les années 70. Le nombre de transactions dans l'ancien, on a dépassé le million de transactions, ce qui n'était jamais arrivé. Les promoteurs vendaient sans aucune difficulté. Quand on leur a dit, même encore en 2021, quand sont sortis les deux rapports, mais surtout un sur la qualité des logements neufs, Leclerc-Girometti, qui mettait en cause la qualité des logements neufs produits par les promoteurs répondaient, mais arrêtez de mettre en cause la qualité de nos logements, vous voyez qu'on les vend très bien. Il n'y a pas de problème, on les vend bien, donc il y a de la demande. Donc ça, cette euphorie du marché, elle a masqué le fait que, en fait, ce marché, progressivement, non seulement il y a des disparités territoriales, mais que progressivement, il a évincé une partie des ménages. Et notamment ceux qu'on regroupe sous le terme très vague de classe moyenne. Évidemment, au début, plutôt classe moyenne inférieure, et puis après classe moyenne plus moyenne. Donc certes, le doublement des prix partout, il a été en partie rendu possible par l'amélioration des conditions du crédit. Sinon, ça ne serait pas normal que les prix aient doublé à Nevers. C'est bien parce que les conditions du crédit l'ont permis et que les prix se sont alignés sur la solvabilité des acquéreurs. Mais ces acquéreurs, ils sont restés nombreux, mais ils ont été de plus en plus recrutés de plus en plus dans les niveaux de revenus moyens élevés puis élevés, et dans des classes d'âge aussi supérieures. C'est-à-dire que l'âge moyen du primo-accédant à la propriété, il a augmenté de pas loin d'une dizaine d'années en 20 ans. Mais les déjà propriétaires ont aussi alimenté le marché en rachetant, en revendant, en investissant. C'est aussi à ce moment-là que se sont constitués des patrimoines locatifs de multipropriétés d'un certain nombre de propriétaires. Donc le marché fonctionnait très bien, mais progressivement, il évinçait une partie des ménages. Et c'est ça, moi, que j'ai beaucoup contribué à appeler crise, même si le terme est probablement pas bon, parce que si on dit crise, on dit phénomène de courte durée, on dit phénomène fort, un peu violent, brusque, et qui va entraîner une transformation. Or, on n'a pas connu de transformation, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, on a une situation structurelle de montée de diverses formes d'inégalités liées au logement, entre le déjà propriétaire et le locataire qui n'arrive plus à entrer dans le système,
le déjà propriétaire qui s'enrichit, et finalement, à part les locataires, c'est finalement une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires qui s'enrichissent, c'est une bonne nouvelle pour les pouvoirs publics qui taxent entre l'IFI, les droits de mutation. Finalement, il y a beaucoup d'intérêts convergents pour des prix élevés. Sauf pour ceux qui ne peuvent pas se les payer. Voilà, bon. Qui sont aujourd'hui minoritaires en France. Une des raisons aussi pour lesquelles on avait du mal, c'est plus vrai aujourd'hui, hein, à argumenter l'idée de crise du logement, c'est que en France aujourd'hui, ça c'est un chiffre qu'on évoque peu. Il faut dire que la source qui permet de le calculer ne sort pas suffisamment régulièrement. Mais on a aujourd'hui entre 57 et 58% de ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. Ça, c'est un chiffre qui est très stable. Il aurait même tendance, peut-être, semble-t-il, à baisser un tout petit peu. On passerait de 58 à 57. Pour l'instant, on est encore dans l'épaisseur du trait. Hein. Mais quand même, voilà. En tout cas, il stagne depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Mais parmi ces 58% de propriétaires, il y en a 40% qui n'ont pas d'emprunt en cours, qui sont ceux qu'on appelle dans le jargon statistique les propriétaires non accédants. C'est-à-dire qu'en fait, 40% des ménages en France, aujourd'hui, ne payent ni loyer ni remboursement de dette. Donc ceux-là, pour eux, finalement, le fait que le logement soit cher, ce n'est pas tellement un problème. 40% des 57 ? Non, c'est 40% de l'ensemble des ménages. C'est-à-dire, dans les 57, il y en a 40 plus 17, 18. Quoi. En gros, les 2 tiers, on va dire un peu plus des 2 tiers des propriétaires occupants aujourd'hui sont des propriétaires non accédants. Ils n'ont pas de crédit en cours. Donc ils ne payent ni crédit ni loyer. Éventuellement, ils payent un crédit sur un logement qu'ils ont acheté par ailleurs en investissement locatif. Bon. Mais pour leur résidence principale, ils ne payent pas de crédit. Donc finalement, dans une partie, finalement, si on développe les statuts d'occupation, hein, entre propriétaires non accédants, accédants à la propriété, locataires du parc privé, locataires du parc social, c'est le premier statut d'occupation en France. Alors évidemment, ils ont en moyenne 20 ans de plus que les accédants à la propriété, si on regarde statistiquement. C'est ça, hein, c'est 20 ans d'écart. Parce que pour beaucoup, c'est des gens qui ont eu un crédit mais qui ont fini. Ceux-là, finalement, on leur parle de crise du logement. Dans le débat, ça veut dire aussi que dans le débat politique, cette question de la crise du logement, jusqu'à ce qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui, elle avait du mal à s'imposer. Et pourtant, encore une fois, on voyait la façon dont une partie des ménages en était évincée. Et un des indicateurs majeurs, c'est la mobilité dans les parcs locatifs. Et particulièrement dans le parc locatif social, qui est celui qui loge évidemment les locataires, logiquement les locataires qui ont les revenus les plus bas en moyenne. Même s'il y a des locataires à bas revenus dans le parc privé, mais qui ont des profils sociaux un peu différents. La plupart des locataires à bas revenus du parc privé sont des jeunes, qui pour une part ont des perspectives d'évolution, de croissance de leurs revenus, et donc ne voient pas forcément les choses tout à fait de la même façon. On dit souvent il y a autant de pauvres, pour synthétiser, il y a autant de pauvres dans le parc privé que dans le parc social. Statistiquement, sur la base, c'est pas faux, enfin c'est même vrai, mais si on regarde les profils sociodémographiques de ces pauvres, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais donc, et ceux qui seraient susceptibles de quitter le parc locatif, notamment social, pour accéder à la propriété, par exemple, c'est surtout les locataires du parc social. Et beaucoup moins les locataires du parc locatif privé, qui sont aussi concernés, hein, quand même, hein, mais moins. Et on voit bien la façon dont, depuis 20 ou 25 ans, les taux de rotation dans le parc social, surtout dans les secteurs les plus tendus, dans l'agglomération parisienne évidemment, plus encore qu'ailleurs, mais n'ont pas cessé de baisser, parce que les perspectives de sortie du logement social ont beaucoup reculé. Et l'exemple de l'Île-de-France est très très frappant. Alors, j'entendais, il y a des statistiques de l'Ancols qui sont sorties il y a quelques jours, hein, mais que le nombre d'attributions de logements sociaux, je crois que c'est les chiffres de 2022, je ne suis pas sûr que ce soit ceux de 2023, je ne sais plus pour le coup, mais est au plus bas historique en Île-de-France. On serait à 65 000 attributions, alors on était à 80 000 il y a encore quelques années. Ça veut dire que
Là encore, c'est des chiffres qui sont très parlants, parce que ça veut dire que même si le stock de logements sociaux a bien augmenté au cours des 20-25 dernières années en Île-de-France, le logement social a été à certaines années un peu le moteur de la production de logements neufs en Île-de-France. Les promoteurs ont eu du mal juste avant la crise sanitaire, là ça marchait très bien, mais si on prend un peu la longue période, l'ensemble des années 2000-2010, le logement social a été un moteur important de la production de logements en Île-de-France. Donc le stock de logements sociaux n'a pas arrêté de croître. L'offre de logements sociaux n'a pas arrêté de baisser. C'est-à-dire l'offre, c'est-à-dire les logements qu'on est en mesure d'attribuer. Et ça a largement à voir avec cette cette éviction progressive des ménages. Alors, aujourd'hui, depuis maintenant 18 mois, 2 ans quasiment, disons 18 mois, s'ajoute à ça une crise immobilière. Crise immobilière, mais finalement dont la cause... Alors, le déclencheur, il est clair, tout le monde le connaît, voilà, la hausse des taux d'intérêt, quadruplement quand même en 18 mois, donc ça joue. Mais la vraie cause, ce n'est pas les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt, ils sont bas aujourd'hui. Ils sont encore inférieurs à l'inflation. Voilà, donc ils sont à 4%, ou même 4,1, 4,2. Ça reste, dans le contexte de l'inflation d'aujourd'hui, ça reste des taux d'intérêt relativement bas. Sauf qu'ils sont 4 fois plus élevés qu'il y a 1 an et demi. Voilà. Et le problème, c'est les prix. C'est que les prix d'aujourd'hui restent adaptés à des taux à 1%. Et ils ne le sont plus à des taux à 4%. Donc finalement, la cause, c'est la même. Enfin, la cause du problème structurel des 20 dernières années et du problème conjoncturel d'aujourd'hui, c'est la même, c'est des prix trop élevés. Et donc, aujourd'hui, les acteurs, mais ça, tout le monde le dit, donc c'est pas à peine que je m'étende, mais les acteurs de l'immobilier parlent d'une crise de la demande. Mais évidemment, cette crise de la demande, parce qu'elle est... Alors, elle est un peu différente si on regarde le neuf ou si on regarde l'ancien. Et le marché de l'ancien étant beaucoup plus volumineux que le marché du neuf. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Mais sur le marché du neuf, on a une crise de la demande qui est vraiment principalement une crise de solvabilité. Les ménages ne parviennent pas à obtenir les crédits qui leur permettraient d'eux. Et donc, ils n'arrivent pas à acquérir les logements neufs. Dans l'ancien, il y a aussi ce problème de solvabilité auquel s'ajoute le comportement classique de l'acquéreur qui se dit les prix vont baisser, c'est pas le moment. Donc aussi une situation d'attentisme pour ceux pour lesquels l'achat n'est pas urgent. Qui sont, finalement, pour beaucoup de ménages, l'urgence est relative s'il s'agit d'acheter. Et donc, voilà, les logements ne se vendent pas. Alors, les logements des promoteurs, ça génère des opérations abandonnées, ça génère des opérations lancées et invendues qui vont poser des problèmes majeurs, évidemment, pour les promoteurs concernés. De la revente, du sauvetage par la revente à des bailleurs sociaux. C'est la seule mesure contracyclique qu'on peut constater aujourd'hui en matière de réaction à la crise du logement. Contrairement à ce qui a pu se passer en 2008 avec ce que je disais, le Prato Zéro, le Cellier, etc. Aujourd'hui, la vraie mesure contracyclique, c'est celle du sauvetage de je sais plus, 47 000 logements, je crois, ou 37, je crois que c'est 47 000 logements de promoteurs. Mais sinon, on a donc des opérations plantées. Des opérations, et ces opérations plantées, elles peuvent avoir des conséquences pour la production de logements sociaux. C'est une des causes du recul de la production de logements sociaux, ce n'est pas la seule, mais parce que depuis maintenant une vingtaine d'années, s'est développée la pratique de la VFA HLM, c'est-à-dire le fait qu'on est passé en 15 ans de 20% de production HLM en VFA à 49% l'année dernière. C'est-à-dire 1 sur 2. Mais du coup, on a créé une dépendance réciproque en fait entre les promoteurs et les bailleurs sociaux. J'avais moi en tête, parce que c'est mon sujet de préoccupation plutôt,
la dépendance des bailleurs sociaux qui dépendent des opérations des promoteurs. C'est-à-dire si les opérations sont abandonnées, bah, c'est autant de logements sociaux en moins dans la production. Mais j'ai été amené à échanger il y a 2 mois avec des gens de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, où le problème se pose, où il y avait les promoteurs qui disaient qu'eux aussi étaient dans une situation de dépendance à l'égard de ces opérations de logement social, parce qu'elles tiraient, pour les logements libres, elles avaient tendance à tirer les prix vers le haut pour équilibrer les opérations, et que si on tire les prix vers le haut, on a encore moins de clients compte tenu du problème de solvabilité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que des deux côtés, finalement, on peut dénoncer les risques. Ça a été un moteur de la production, il n'y a pas de doute, ça a été un moteur de la production, ça a aidé à produire des logements sociaux, y compris dans des communes dans lesquelles il y en avait peu. Ça a aidé à avancer dans le sens de la mixité sociale, qui a été un des arguments forts de ce développement de la VFA HLM dans les communes déficitaires qui ont développé des pratiques d'opérations mixtes. Donc il y a des côtés tout à fait positifs à cette pratique, mais on voit aujourd'hui, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, les risques que ça fait peser sur l'activité. Donc crise de la demande, dont on peut penser, alors on peut faire un peu de prévision, mais que du côté de l'ancien, finalement la solution est assez simple. Les vendeurs vont baisser leur prix. Ce qui n'est pas très difficile. Enfin, on a affaire à des particuliers. Alors c'est difficile de les convaincre, mais les agents immobiliers aujourd'hui font le forcing auprès de beaucoup de vendeurs pour qu'ils modèrent leur prix. Et bon. Donc c'est de la décision individuelle finalement assez simple. Voilà. Et le mouvement est un peu amorcé. Pour l'instant, c'est pas flagrant, hein, mais le mouvement est un peu amorcé là où les marchés sont trop chers. Dans le neuf, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a évidemment, on a encore quand même des coûts de construction qui ont subi une inflation significative, même si j'entends dire de plus en plus souvent, aussi bien par les bailleurs sociaux que par des promoteurs, que les offres des entreprises commencent à s'orienter un peu à la baisse sur les coûts, mais bon, on peut craindre que ça soit plutôt des soldes que le résultat réel d'une baisse des coûts, et que donc ça mette en danger in fine les entreprises concernées. Mais la vraie variable d'ajustement, c'est le foncier. Et le foncier, si on se place dans une vraie logique libérale de marché, finalement, comme pour l'ancien, les prix fonciers vont baisser, sauf que ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup moins évident, beaucoup d'opérations sont déjà engagées et les transactions sont faites ou en cours et pour de la production dans 2 ans, dans 3 ans. Donc avant qu'il y ait un réel impact de la baisse du foncier, d'une éventuelle baisse du foncier, il faudra sans doute plusieurs années. Donc le neuf aura, à mon avis, probablement beaucoup plus de mal à s'en remettre. Et évidemment, tout ça, cette crise de la demande, après je m'arrête, parce que je m'aperçois que je suis déjà très long, elle génère une crise de l'offre mécaniquement, hein, puisque, notamment dans le secteur locatif, où là, on a aussi dans le secteur locatif, alors dans le secteur social, on a rarement eu dans les marchés tendus des taux de rotation aussi bas, ce qui justifie le chiffre de l'Encol sur les nombres d'attributions qui reculent. Donc moins de rotation et donc moins d'offres. Et dans le secteur locatif privé, moi je suis très frappé, j'ai aucun moyen de le mesurer, mais par les chiffres de la FNIM qui dit recul de 34% du nombre d'offres dans les enquêtes qu'ils ont faites auprès de leurs membres l'année dernière. Moins 34% d'offres, c'est énorme de locatif privé. Où là, on a un cumul. Hein. On a les locataires qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété. On a l'impact probable, non mesuré vraiment, hein, mais parfois il suffit de regarder les vitrines des agents immobiliers de la question des passoires énergétiques. On a l'attentisme d'un certain nombre de propriétaires bailleurs. Je pense que les passoires énergétiques, notamment à Paris et en région parisienne, le problème attend les Jeux Olympiques pour se révéler.
Parce que le propriétaire de passoire thermique, aujourd'hui, il ne remet pas en location, ça c'est sûr, mais il ne met pas en vente non plus, parce qu'il va pouvoir faire, dans les mois qui viennent, quelques belles culbutes avec la location touristique. Mais le phénomène de la location touristique joue aussi un rôle dans le recul du locatif privé. Donc, on a là un faisceau de facteurs qui rendent aussi, enfin, qui génèrent aussi une crise de l'offre, et particulièrement dans le locatif privé, qui est un élément clé du fonctionnement du système. Parfois un peu négligé, parfois traité au nom de maltraité politiquement parce que tout ça c'est des rentiers, des multiples propriétaires, des gens. Sauf que on a tous dans nos entourages des gens jeunes ou des gens qui ne sont pas en mesure d'accéder à la propriété, qui ne sont pas forcément en mesure d'attendre d'avoir un logement social, qui n'en sont pas forcément demandeurs non plus, et qui ont donc besoin de ce parc qui accueille les ménages les plus mobiles, et qui aujourd'hui est en crise grave. Je crois que j'ai dit déjà beaucoup de choses. Après, on peut. Alors, donc j'avais fait. Voilà, Stéphane Peu, vous disiez que j'avais montré des chiffres à la Fédération du bâtiment. C'est des chiffres que j'ai effectivement, qui sont des calculs de coin de table que je peux vous transmettre de façon très, très simple, hein, qui consistent à regarder. Alors, ils sont un peu plus raffinés que ceux que j'avais montrés à la Fédération du bâtiment, mais qui consistent à regarder pour un échantillon de villes. En regardant à la fois le revenu médian et le revenu du troisième décile aussi, le seuil du troisième décile. J'ai fait ça pour un couple avec un enfant, donc il va chercher un T3. Qu'est-ce qui peut s'acheter avec un taux d'effort de 30%? Voilà, j'ai été plus exigeant que la Banque de France. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui peut s'acheter avec un taux d'effort de 30% dans un échantillon de villes en fonction de son revenu médian? Et aussi, qu'est-ce qu'il peut louer? Et on voyait que si on prenait la situation, enfin on voit si on prend la situation en juin 2022, c'est-à-dire en gros avant la hausse des taux d'intérêt, on a un certain nombre de villes. Voilà, dans mon échantillon, il y avait Saint-Étienne, Mende, Rodez, Limoges, dans lesquels notre ménage à revenu médian, il pouvait se loger à plus de 64 mètres carrés, pour reprendre les chiffres du rapport Leclerc-Girometti, que dès qu'on arrivait à Nantes, Rennes et plus, c'était plus possible. Revenu médian, on est au milieu. Et que si on regardait les ménages des le seuil du troisième décile, et qu'on regardait le marché locatif avec les loyers moyens de ces villes, eh bien, on avait presque la même situation. C'est-à-dire qu'à Grenoble, c'était encore possible, mais à Nantes, non. Et donc là, on a soit la clientèle pour des logements plus petits, voilà, pour se serrer, soit pour aller à la périphérie, soit pour demander un logement social. Donc ça, je vous passerai des chiffres. Et j'ai fait la même chose en décembre dernier, et j'ai regardé combien de mètres carrés on perdait. Et c'est à peu près 20%. En 18 mois. Merci pour ce propos liminaire. Entre-temps, on a été rejoint par le rapporteur. Je t'avais présenté brièvement, mais tu peux peut-être dire un mot. Puis moi, j'avais 2-3 questions, mais... Oui, je vais être rapide, hein, puisque je suis arrivé en cours de route. Donc, Michael Cosson est effectivement député et donc en charge de cette mission. Et au préalable, j'ai pu être maire d'une commune de l'agglomération de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Et j'ai également exercé au sein du ministère, notamment sur le logement, l'aménagement et l'urbanisme. Voilà, succinctement. Peut-être essayer de... Bon, vous avez décrit un peu les éléments de crise du logement, de la production, de la crise immobilière. On essaye dans ce rapport d'essayer d'objectiver un peu quelle est la nature de la demande telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Là, je ne suis plus dans l'analyse des mécanismes de marché, enfin de l'offre, mais plutôt d'essayer de regarder, d'analyser comment la demande s'exprime. Et
à partir parce que on a des chiffres très variables d'un interlocuteur à l'autre. Et pour être tout à fait franc, je reste encore très surpris, mais par l'audition de la DHUP, du DHUP, sur l'analyse qu'il faisait de la demande, considérant que tous les chiffres étaient très exagérés. Alors, il y a un grand paradoxe, mais sur lequel on aimerait bien avoir votre éclairage. Le paradoxe, il est que la programmation de l'habitat dans toute sa diversité privée, sociale, se fait par les territoires, par les EPCI, c'est les PLH, c'est obligatoire, c'est contractualisé. Que l'accumulation de ces PLH, ça fait environ une production de 500 000 logements par an, enfin, grosso modo, si on en croit les documents d'orientation des collectivités, c'est-à-dire des élus qui se sont donnés. Donc, quand on remonte vers les interlocuteurs ministériels, on a un chiffre beaucoup plus bas. Et puis quand on regarde la réalité que vous avez un peu évoquée, c'est-à-dire le chiffre record de demandeurs de logement, on s'aperçoit qu'il ne cesse d'augmenter. Alors, on ne peut pas non plus ne parler que... Mais c'est là aussi où je voudrais votre éclairage, parce qu'il y a dans tout ça, il y a aussi une dimension un caractère un peu sociologique. C'est-à-dire que les ménages ne fonctionnent plus tout à fait de la même manière qu'ils fonctionnaient il y a 20 ou 30 ans. La durée de la vie n'est pas tout à fait la même. Enfin bref, il y a toute une série de paradoxes, heureux ou malheureux, peu importe, mais en tout cas, qui font que en plus de la croissance démographique, on a une évolution des modes de vie qui nécessite un nombre de logements de plus en plus important. Donc il y a une difficulté de planification, mais si on regarde à l'heure où on est, à l'heure d'aujourd'hui, quelle est la nature de la demande et à partir du moment et de la crise telle qu'elle se manifeste, et à partir de là, comment ajuster une offre qui réponde au mieux à la crise en étant au plus près de cette demande. Moi, voilà, à titre personnel, je suis extrêmement surpris, je ne vais pas utiliser d'autres mots, mais par exemple surpris de l'espèce d'engouement. On retrouve ça dans tous les discours sur le logement locatif intermédiaire, pour dire les choses très, très clairement. Mais je ne vois pas objectivement à quel public ça correspond, à part marginalement. Donc, enfin, pour résoudre cette crise, il va bien falloir à un moment donné que l'offre et la demande se rencontrent. Et donc pour cela, il faut quand même essayer d'avoir une analyse un peu plus fine. La réponse n'est pas simple. Ça se saurait. Hein, quelques éléments un peu différenciés. Premier élément, la demande de logement social. C'est-à-dire la demande formulée, inscrite dans le système national d'enregistrement de la demande. À peu près 2 400 000 personnes. Il ne faut pas dire ménage d'ailleurs, parce qu'une partie n'étant pas logée ou étant cohabitants, jeunes cohabitants, etc., ce ne sont pas des ménages statistiquement. Mais donc, à peu près 2 400 000 demandeurs. Augmentation constante, bon, ça n'arrête pas. Et des niveaux de revenus qui sont globalement nettement inférieurs au plafond de ressources réglementaires des 3 niveaux du logement social, PLAI plus PLS. Ils sont plutôt majoritairement autour des plafonds du PLAI, voire moins. Donc, ça indique plusieurs choses. Et après, je mettrai un élément de prudence sur ces chiffres. Ça indique qu'aujourd'hui, face à cette demande-là,
les plafonds de ressources tels qu'ils existent dans le logement social sont devenus assez largement fictifs, en réalité. Et ça renvoie à cette idée de logement intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande et les attributions réelles de logements sociaux se font à des niveaux nettement plus bas que les plafonds de ressources. À la fois parce que la demande est formulée comme ça, et aussi parce que un certain nombre parfaitement légitimes de priorités de politique publique, entre le droit au logement opposable, les sorties d'hébergement, enfin tout un ensemble de choses font que on attribue plus facilement la priorité à des ménages plus en difficulté. Et pourtant, encore une fois, les plafonds de ressources tels qu'ils existent aujourd'hui, ils couvrent très largement ce qu'on appelle dans le langage courant la classe moyenne. Puisque même le plafond du plus recouvre à peu près 65% des ménages aujourd'hui en France sont sur le critère du revenu éligible au logement plus. Je ne parle même pas du logement PLS. On est plutôt autour de 75%. Ça veut dire que d'un point de vue théorique et juridique, les non éligibles au logement social, c'est uniquement les classes supérieures. C'est-à-dire que ce n'est pas les classes moyennes. Donc, poser la question du logement des classes moyennes avec un autre produit pose question. Une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'opérateurs, je pense à CDC Habitat ou à Action Logement avec sa filiale INLI, ont développé le logement locatif intermédiaire, ont d'abord voulu sa promotion et ont obtenu, je ne sais plus l'année, je crois que c'est en 2012, une ordonnance qui a créé le statut du logement locatif intermédiaire qui existe tel qu'il existe aujourd'hui. C'est que c'est pas qu'il manquait un produit en termes de plafond de ressources. C'est que le statut du logement social, les procédures d'attribution du logement social, l'image du logement social, la nécessité d'être inscrit dans un fichier de demande de HLM, je fais exprès de dire HLM, pour souligner le côté malheureusement péjoratif dans un certain nombre de points de vue, laisser de côté une partie des personnes qui étaient susceptibles de demander, qui auraient besoin de se loger dans un logement locatif avec un loyer inférieur au loyer du marché, un peu inférieur au loyer du marché, voilà, on va dire comme ça, qui sont, encore une fois, potentiellement éligibles, mais qui n'y arriveront jamais, à cause de la lourdeur parfaitement justifiée pour tout un tas de raisons de transparence, de file d'attente, de tout ça, de ce qu'est aujourd'hui l'attribution des logements sociaux, qui peut être encore accentuée, encore une fois pour de bonnes raisons, par la cotation de la demande, par des mécanismes qui vont mécaniquement privilégier des ménages qui ont des revenus plus bas. Et donc, le problème de la un des problèmes qui est apparu chez ces bailleurs sociaux, parce que ce soit Action Logement ou CDC Habitat, à l'origine, c'est des professionnels du logement social, c'est qu'ils constataient que même les PLS, ils avaient du mal à les louer. Et que si on a du mal à louer les PLS, c'est pas parce qu'ils sont mal positionnés sur le marché. Encore une fois, à Paris, on a des PLS qui sortent à 13 € du mètre carré, c'est la moitié du loyer du marché. Donc, quand même, a priori, c'est plutôt attractif. Eh bien non, ils ne se louent pas. Même Paris Habitat, et ça a été souligné dans la presse, et a été conduit à en mettre sur le Bon Coin, à Paris. Ce qui est incroyable. On a des taux de refus qui sont de l'ordre de 60%. On les attribue à des ménages qui correspondent à la cible et qui les refusent. Donc, le problème de ce produit qu'est le PLS, c'est pas qu'il n'est pas bon en termes de niveau de loyer et de niveau de plafond de ressources, c'est que sa commercialisation n'est pas bonne. D'où l'idée de développer un autre produit à part, justement non comptabilisé dans les obligations SRU, donc que l'on peut décliner de façon beaucoup plus libre dans les territoires, sans préoccupation de comptabilisation SRU, que l'on peut commercialiser comme des logements privés, avec les mêmes plafonds de ressources et les mêmes plafonds de revenus que le Pinel, parce que le LLI,
c'est les mêmes plafonds, c'est le même produit en réalité. Sauf que d'un côté, il est géré professionnellement, ce qui est un avantage. De l'autre côté, il est géré par des particuliers qui font un peu à leur façon, dont on ne sait pas, parce qu'on ne l'a jamais véritablement contrôlé, s'ils appliquent véritablement dans la durée les plafonds de ressources, plafonds de loyer, etc. Bon. Donc ce produit LLI, il a été inventé pour ça. J'ai un petit peu travaillé avec, il y a de ça 2 ans maintenant, avec les services de la clientèle, la direction de la clientèle de CDC Habitat, qui se posaient la question du public. Et le public, en fait, il est assez clair. C'est pas la même chose. C'est pas les demandeurs de logements sociaux. C'est des jeunes couples, souvent couples, parfois avec un enfant, mais souvent sans enfant encore, mais en devenir, en quelque sorte, qui vont être demandeurs d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces, maximum 3 pièces, et qui vont probablement, et c'est leurs analyses dans les premières vagues de ces LLI, rester entre 4 et 5 ans dans les logements avant de partir et d'aller en... Il y a un public. Il y a un public. Sa dimension globale n'est pas mesurée à ma connaissance et je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle soit massive. Mais il y a véritablement un public. Encore une fois, du jeune professionnel en début de vie professionnelle et de vie familiale, qui est un public et qui probablement est promis à sortir assez rapidement des plafonds. Voilà. Qui est encore une fois un public qui est quand même très différent de celui du logement locatif social. Alors après, sur la demande de logement locatif social, les éléments de prudence, peut-être que c'est ça que la DHUP met en avant en disant... que c'est exagéré, je ne sais pas, mais il y a quand même 2 éléments de prudence dans l'analyse des chiffres. Un, c'est que la croissance très forte du nombre de demandeurs a commencé au moment de l'ouverture du dépôt des demandes sur Internet. En fait, c'est extrêmement facile aujourd'hui de déposer une demande de logement social. Il n'y a plus besoin de se déplacer, d'aller dans des services enregistrés comme étant susceptibles de recevoir les demandes, etc., qui était le principe précédent. Donc c'est facile. Pardon ? Alors, deuxième élément de prudence, c'est que effectivement, il faut la renouveler tous les ans, et que ce que l'on observe statistiquement, je ne l'ai pas regardé tout récemment, mais je l'avais regardé il y a 4 ans, avant la crise sanitaire, dans le cadre d'un travail qui a été fait avec l'Ancols, un tiers des demandeurs ne renouvellent pas. Donc il y a mais ils sont remplacés par d'autres, hein. C'est pas parce qu'ils ne renouvellent pas que la courbe baisse, puisqu'il y en a d'autres qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une accumulation, une sédimentation en quelque sorte. Mais il y a bien un tiers des demandeurs qui sont des demandeurs. Alors, il faudrait pouvoir, cette étude n'a encore jamais été faite, elle n'est pas facile parce que c'est toujours compliqué statistiquement d'analyser les gens qui sont partis d'un fichier, parce qu'on ne sait pas où ils sont partis par définition. Mais pourquoi ils sont partis ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie qu'ils ont déposé une demande un peu opportuniste et puis après, leur vie a changé, ils ont reçu un mail leur disant qu'il fallait renouveler, puis ils ne l'ont pas fait. Enfin, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas, mais c'est quand même une réalité qu'il faut souligner et qui serait très intéressante à creuser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est un tiers, c'est une quantité considérable de la demande qui ne se renouvelle pas, même à Paris. Les études là-dessus, il y a des travaux qui permettent de le chiffrer assez précisément à l'APUR, qui est l'agence d'urbanisme de la ville de Paris, qui chaque année mène une étude statistique très sophistiquée sur la demande de logement social, la demande et les attributions de logements sociaux à Paris, alors qui est un territoire un peu spécifique. Donc voilà pour le LLI et la demande de logement social. Maintenant, le rapport entre la demande et le besoin de construction. Alors la demande, c'est un concept évidemment beaucoup plus vaste que le besoin de construction. La demande, c'est pas l'ensemble des ménages non plus, parce que l'ensemble des ménages, par définition, il est logé, et il n'est pas forcément demandeur de mobilité, de bouger, mais c'est tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se positionnent, j'allais dire sur le marché, disons dans le système, soit en demandant un logement social, soit en cherchant un logement locatif, soit en cherchant à acheter.
Et ça, c'est à peu près 2,5 millions de ménages qui emménagent dans un logement chaque année. Donc on voit que c'est beaucoup plus que 380 000 ou 350 000 logements neufs, qui est la moyenne de ces 25 dernières années. Donc la demande, c'est plutôt 2,5 millions que ce qui est mesuré quand on cherche à calculer ce qu'on appelle dans le jargon la demande potentielle de logements neufs, qu'on a longtemps appelé les besoins en logement, mais disons les besoins de construction neuve, qui là ne regarde qu'une chose, qui est fort utile, c'est l'accroissement de la demande chaque année. C'est-à-dire combien de nouveaux ménages il y a chaque année dans le système. Donc ça c'est à la fois une mesure purement démographique de l'accroissement de la population et une mesure plus sociologique, mais avec des conséquences démographiques, qui est une mesure de la décohabitation, c'est-à-dire qui permet qui montre que le nombre de ménages chaque année augmente à un rythme plus élevé que la population elle-même. Voilà. Ce qui se traduit aussi par le fait que le nombre moyen de personnes par ménage baisse. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la demande potentielle, l'accroissement du nombre de ménages. Il n'y avait pas eu de mesure de projection de l'accroissement du nombre de ménages depuis 2012, ce qui était quand même un peu préoccupant. Mais il en est sorti une il y a quelques semaines au ministère, au service des statistiques du ministère en charge du logement, qui montre qu'on serait aujourd'hui dans un accroissement de l'ordre de 220 000 ménages par an, 215-220 000 ménages par an, d'ici à 2030, et qu'ensuite on baisserait de façon très forte. Ce qui correspond aux projections démographiques de l'INSEE, qui indique au-delà de 2030, 2040 surtout, et puisque les projections démographiques vont jusqu'à 2070, les projections de l'INSEE, où là on aurait un ralentissement de la croissance de la population, voire une stabilisation de la population, voire une légère baisse à échéance 2070, avec des hypothèses migratoires qui méritent d'être affinées, revues en tout cas. Et ils arrivent, cette projection du service des statistiques, là, arrive dans le scénario central, en fin de période, c'est-à-dire entre 2040 et 2050, à une croissance de 85 000 ménages par an. Ce qui, effectivement, signifie un ralentissement très fort. Alors, le besoin de construction neuve, après, je dirai un mot des PLH. Le besoin de construction neuve, c'est la somme de cet accroissement du nombre de ménages, du renouvellement du parc, c'est-à-dire qu'il y a des logements qui disparaissent chaque année, voilà, avec l'hypothèse qui circule depuis, alors c'est toujours la même depuis 25 ans, c'est de dire 50 000 logements à renouveler tous les ans. C'est-à-dire on perd 50 000 logements par des démolitions, par des changements d'usage, c'est un solde, parce que par ailleurs on en regagne par des subdivisions pavillonnaires, donc c'est un solde en transformation de bureaux en logement, voilà, etc. Bon, un solde de moins 50 000, donc il faut remplacer, c'est un solde dont, et je sais qu'il y a aussi une étude au SDES, au service des statistiques, qui est en cours là-dessus, mais qui serait assez largement surestimée, en fait. Notamment parce que ces dernières années, des phénomènes comme la subdivision pavillonnaire et autres, on fait baisser ce solde de disparition de logement. Et puis il faut y ajouter le fait qu'il y a bien une pression pour des résidences secondaires. C'est-à-dire que si on a 10% de ménages qui possèdent une résidence secondaire, si on croît de 250 000 ménages par an, il faudrait 25 000 logements de plus, 10% des 250 000, pour répondre à une demande qu'on considère comme inévitable de résidence secondaire, etc. C'est comme ça qu'on arrive assez classiquement, encore aujourd'hui, à dire qu'il faudrait construire 350 000 logements par an. Voilà. Dans cette logique de calcul... mais ça, c'est un chiffre national. Il manque plusieurs choses. Il manque une déclinaison territoriale. Et puis il manque d'autres raisons de construire. C'est là que ça peut renvoyer au PLH.
c'est-à-dire aux démarches locales d'estimation de ce dont on a besoin, enfin, du nombre de logements qu'il faut qu'on construise localement. Et ça englobe ce que je viens de dire sur les projections démographiques, pour certaines un peu optimistes, parce que pour un élu local, souvent assumer le fait que sa population baisse ou que sa population stagne n'est pas forcément facile à entendre. Donc on va se donner des objectifs d'attractivité résidentielle. Après on va trouver tout le vocabulaire pour ça. On va se donner des objectifs d'attractivité résidentielle, etc. Et donc on va parfois avoir des objectifs de production qui sont peut-être plus élevés que ce qu'on ferait si on déclinait le chiffre national à échelle territoriale. Et puis il y a des enjeux de politique urbaine. Parfois, dans des villes, y compris dans des villes dont la population stagne, on va se donner pour objectif de refaire son quartier de gare. On va se donner pour objectif d'être plutôt dans une logique de construction de la ville sur elle-même plutôt que dans une logique de croissance périurbaine. Et donc, on va se donner à l'échelle de l'agglomération, de la communauté d'agglomération centrale, des objectifs de production qui vont aussi avoir pour objectif de ralentir la fuite vers l'extérieur. Donc, ils vont ajouter... Donc, il est normal que... Enfin, il ne serait pas normal que la somme des besoins locaux soit égale aux besoins nationaux. Ce qui renvoie à ce qui peut sembler étrange, hein, mais le besoin national, quand on dit 350 000 logements, ou quand on a dit à certains moments 500 000, aujourd'hui les 500 000, c'est un objectif qu'on a un peu laissé de côté, me semble-t-il, en tout cas dans beaucoup de propos politiques, mais même la Fondation Abbé Pierre ne l'énonce plus en tant que tel. C'est derrière l'idée des 500 000, il y avait l'idée qu'il fallait rattraper, qu'on avait accumulé un déficit de logements qu'il fallait combler. Bon, moi, j'ai beaucoup échangé avec la Fondation Abbé Pierre, j'ai fait partie pendant plus de 15 ans du comité de pilotage du rapport annuel, qui est celui qui sort demain, mais je n'y suis plus depuis 1 an, mais je continue à être proche de la Fondation, mais je crois que j'ai contribué à les conduire à dire arrêtez avec les 500 000, continuez à dire qu'il faut construire beaucoup de logements, mais que l'enjeu, c'est plutôt de dire quel logement que combien. Et que ça renvoie à la question des prix, du logement abordable, et du logement abordable dans toutes ses acceptions, qui, me semble-t-il, incluent le logement intermédiaire, mais pas comme équivalent du logement social. Voilà. J'étais encore très long, pardon, je suis bavard. Merci pour cette analyse fine. Et vous avez un petit peu posé le diagnostic et effectivement, nous, notre rôle, c'est de pouvoir prescrire une ordonnance. Et une fois qu'on sait que le sujet est malade, vers quelles orientations nous prenons pour pouvoir effectivement, comme vous l'avez dit, relancer la production, faire en sorte qu'on ne parle pas de combien, mais quel logement, vous l'avez aussi cité. Et ceci, je pense qu'il va nous falloir aussi le mettre en corrélation avec les spécificités d'un territoire. Et selon vous, justement, puisque on va parler d'un sujet lorsqu'il est malade et qu'il est vital, on fait parfois de l'électrochoc pour le réanimer, quelles sont selon vous des mesures urgentes qui pourraient, dans un premier temps, répondre à, vous l'avez dit, à une demande forte qui est peut-être aussi, vous avez cité un petit peu en parlant de 40% des ménages qui étaient propriétaires sans emprunt. Comment on fait peut-être pour inciter justement à ce que ceux qui le sont sans emprunt, pourquoi pas, participent à la crise du logement par la mise sur le marché de logements intermédiaires ou autres. Voilà, c'était un peu avoir des idées. On parle de la hausse des emprunts, du taux des emprunts. Comment on fait pour que justement ces différents points sensibles qui font que la machine est grippée. Quel est votre avis comme ça, si vous aviez une mission qu'on vous confiait? Je vous remercie
Monsieur le député. Moi, je suis universitaire, hein, je suis plutôt dans l'analyse que dans la proposition. Bon, quand même, je pense d'abord, il n'y a pas de baguette magique, ça c'est clair. S'il y en avait une, ça se saurait, et on pourrait la mobiliser. Je ne crois pas à la notion de choc de l'offre, qui me semble être justement relevée de la pensée magique. Parce que construire quelques dizaines de milliers de logements de plus, pourquoi pas, enfin, ça veut pas, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais penser que ça va faire baisser les prix, par exemple, n'a à peu près pas de sens, et on en a la démonstration si on voit des villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes, dans lesquelles on a beaucoup construit au cours de ces 20 dernières années, et dans lesquelles je ne suis pas sûr que les prix aient beaucoup baissé, c'est plutôt exactement le contraire qui s'y est produit. Bon. Donc ça veut dire que plutôt que construire beaucoup, c'est encore une fois, c'est plutôt construire quoi. Alors, par ailleurs, autre élément, avoir un effet rapide, massif sur le système, et là aussi, peut-être malheureusement, un peu illusoire, parce qu'on a des inerties extrêmement fortes. Je l'évoquais tout à l'heure à propos du foncier. Le marché foncier est un marché dans lequel on a de fait beaucoup d'inertie. Alors, il y a quand même des choses qui pourraient se faire, mais assez vite, mais qui sont des décisions politiques qui sont peut-être pas simples, hein. Mais on voit bien, par exemple, que la capacité de production et d'investissement du monde du logement social est aujourd'hui extrêmement fragilisée par des phénomènes qui ont à voir évidemment avec la situation macroéconomique qu'on a évoquée, la hausse du taux du livret A, les taux d'intérêt, etc., les problèmes de la VFA HLM, bon, qui fragilisent les choses, mais aussi quand même les coupes qui ont été faites dans les moyens des organismes de logement social, que ce soit la RLS, enfin, la réduction de loyer de solidarité. Je pense que, n'hésitez pas à me dire si je parle, mais je pense que vous êtes suffisamment connaisseurs, et la hausse de la TVA. Bon. Donc, on voit bien, et la Caisse des dépôts, j'imagine que vous avez auditionné la Caisse, a bien montré dans leur étude annuelle sur la capacité d'investissement du monde du logement social, qu'aujourd'hui, le système, enfin, mettre ensemble rénovation, enjeux de rénovation et enjeux de production n'était pas tenable. Moi, j'ai posé la question aux auteurs de l'étude, hein, et si on leur rend la RLS, ah ben là, ça marche. Donc voilà. Donc, et là, l'effet, il n'est évidemment pas immédiat, parce que on voit bien, hein, entre le moment où on décide de construire un logement social et le moment où on donne les clés à un locataire, il se passe au minimum 4 ans. Donc, de fait, bon. Mais quand même, on peut contribuer à relancer la machine du côté du monde du logement social, dans lequel on a le professionnalisme, les équipes, enfin, on a tout ce qu'il faut, en quelque sorte, en ingénierie pour faire. Alors évidemment, après, il faut aussi que les maires donnent les permis de construire, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Enfin, il y a des résistants, on voit bien les résistances. Mais bon, redonner les moyens, c'est déjà quelque chose. Il me semble que j'évoquais le secteur locatif privé. Je crois que le sujet est à l'ordre du jour, donc je pense que là, encore une fois, je dis plutôt une banalité, hein, mais elle me semble pertinente, hein. L'idée d'un statut économique et fiscal du bailleur privé, personne physique, parce que c'est ça aujourd'hui, compter sur les institutionnels pour redynamiser le marché. On voit bien qu'il y a eu un peu de reprise des institutionnels avant la crise actuelle, mais les statistiques de 2022-2023 montrent qu'ils sont déjà en train de se retirer. Donc, bon, alors, est-ce que c'est purement conjoncturel et qu'ils vont revenir? On ne sait pas bien, parce que de toute façon, l'immobilier de bureau, c'est pas génial non plus, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, il n'y a pas, alors, dans l'immobilier aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui donne envie d'investir, hein, aux institutionnels. Mais bon, le marché locatif en France, il est très, 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 très majoritairement un marché de particuliers. Donc, donner un statut fiscal, me semble-t-il, avec des contreparties, mais et ouvert aussi bien au neuf qu'à l'ancien, parce qu'un des problèmes d'une partie des systèmes d'aide qui dominent depuis une vingtaine d'années, c'est qu'ils sont centrés sur le neuf.
Le Pinel, c'est le neuf. Le prêt à taux zéro, sauf quelques exceptions, quelques parenthèses, c'est du neuf. Ah, bon. Or, si on veut véritablement avoir un impact sur une reprise de l'offre, il ne faut pas ne rester que sur le neuf, parce que sinon l'impact il viendra dans 20 ans. Voilà, c'est trop lent. Donc, avec contrepartie, évidemment, qui peuvent être aussi bien des contreparties de loyers de ressources, disons du registre logement intermédiaire, hein, comme l'était le Pinel. Et qualitative, par exemple, en termes de performance énergétique, de DPE. Me semblerait une mesure de ce genre. Alors, il faut en mesurer le coût, et j'ai pas, mais je pense qu'il y a du monde qui y travaille. Donc, bon. Je pense que ça, c'est une mesure qui peut avoir de l'efficacité. Probablement, ça aussi, c'est dans les cartons. C'était dans les cartons du ministre précédent. Il se trouve, vous ne l'avez pas dit, mais je suis membre du CNH, et comme membre du CNH, il est parti, le président. Comme membre du CNH, le président m'a demandé d'animer un groupe de travail sur la décentralisation des politiques du logement, qui a tenu sa dernière réunion d'audition hier. Donc maintenant, il faut que j'écrive un rapport. Qui montre qu'il y a de vraies velléités locales pour prendre en charge de façon plus forte que ça n'est le cas aujourd'hui les politiques de l'habitat. Alors avec débat sur automatisme, voilà, toutes les métropoles, toutes les communautés urbaines, toutes les communautés d'agglomération, et pourquoi pas certaines communautés de communes. Bon, moi là-dessus, je suis plus inquiet de la perspective, y compris, je vous disais que j'ai un peu travaillé avec Nevers ces dernières années. À Nevers, ils ne sont pas délégataires des aides à la pierre, ils n'ont rien des critères pour devenir autorité organisatrice de l'habitat. Et aux dernières nouvelles, ça a peut-être évolué depuis, mais aux dernières nouvelles qui datent maintenant d'il y a à peu près 18 mois, ils étaient en recherche d'un responsable de l'habitat au niveau de la communauté d'agglomération depuis 18 mois et qu'ils n'arrivaient pas à recruter. Et que c'était l'ingénierie en la matière, c'était une personne. Donc prendre en charge les responsabilités d'une AOH, même dans une communauté d'agglomération comme Nevers, c'était pas évident du tout. Bon. Donc le volontariat et un certain nombre de conditions en matière d'ingénierie, de capacité à faire, me semble être quand même préférable à un automatisme général. Mais il me semble qu'il y a, là encore, sans que ça soit une baguette magique, mais qu'il y a un potentiel d'action locale un peu plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui, y compris en termes normatifs, c'est-à-dire je souhaite mettre en place l'encadrement des loyers, je suis AOH, je n'ai pas besoin de l'autorisation de l'État. Voilà. Voilà, le cas de Grenoble, hein, qui a été recalé. C'est vrai qu'à Grenoble, les loyers ne sont pas si élevés que ça, mais bon, après tout, que les collectivités puissent prendre leurs responsabilités. Pareil sur la réglementation de la location touristique de courte durée, pareil sur la taxe sur l'additionnel sur le logement vacant, etc., etc., qu'il y ait une capacité locale, permis de louer, etc., qu'il y ait une vraie capacité locale sans passer par l'autorisation du préfet. Une fois que on a un statut, c'est là qu'on peut trouver un vrai sens au statut d'AOH. Alors beaucoup sont demandeuses, et là toutes les associations d'élus le disent, ça me laisse un peu perplexe, donc j'ai pas de réponse, mais elles sont demandeuses de prendre la main sur MaPrimeRénov'. Bon, là, la question entre les enjeux nationaux de rénovation énergétique, la capacité d'action de l'ANA, certes, ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait, c'est assez clair. Hein, mais on voit quand même qu'il y a une montée en puissance. Quelle articulation entre des AOH responsables de MaPrimeRénov' et une agence nationale, là-dessus, je suis perplexe, je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, la demande est forte. Un peu à ma surprise. Donc voilà, les moyens pour le logement social. Après, il y a toutes les petites choses, et je mets le LLI parmi les petites choses.
C'est-à-dire qu'il y a, moi je continue à dire, il y a une place pour ce produit. Mais à maîtriser, quoi. Hein. Le BRS. Et puis, mais derrière le BRS, il y a la question du foncier. Et là, moi, j'ai sans doute pas suffisamment la technicité pour répondre, mais j'ai compris, en regardant les travaux du CNR Logement, par exemple, hein, qu'il y a eu quand même cette vertu de réunir l'ensemble des acteurs. De voir que sur la question du foncier, sur l'hypothèse d'une plus forte régulation du foncier, d'encadrement du foncier, plus de droits de préemption, ouverture de droits de préemption pour réguler le marché foncier, plafonnement des prix, etc. Il y a aujourd'hui une forme de consensus parmi les acteurs du logement, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Hein. Et donc, peut-être que c'est le moment. Maintenant, quelles mesures fiscales? Là, mes compétences arrivent à leur limite. Mais je pense qu'il y a là aussi une matière. Mais là aussi, je sais que Patrice Vergret avait ça dans sa to-do list. Merci. Je ne sais pas s'il reste des questions. Moi, juste parce que là, j'atteins mes limites de temps. Et je suis vraiment désolé, mais non, c'est très intéressant. Non, mais par contre, je suis vraiment obligé d'intégrer le temps de transport pour aller là où je vais, à Saint-Denis. Merci beaucoup et je te laisse. J'ai la même contrainte parce que je dois assister à notre rendez-vous. Ah bon, d'accord. Avec Jean-Paul Mattei. Bon, vas-y. Rapidement, merci en tout cas pour ce très bel exposé, cette analyse effectivement fine. Ma question, elle porterait sur cette relance du logement social. Faut-il le même logement social? Parce que j'entends évidemment, et ça pourrait être une solution avec évidemment les moyens qui vont avec, mais quand on regarde finalement dans le temps ce qu'a produit le logement social, on a 2 fois moins de jeunes, 2 fois plus de personnes âgées, enfin en tout cas c'est le constat qu'on fait dans l'évolution, plus de demandes. C'est-à-dire que plus on en fait, la loi SRU a produit 30% de logements sociaux depuis que la loi SRU a été introduite, donc c'est plutôt positif, mais on a doublé la demande de demandeurs. On a des effets sur les prix, sur la location qui est complètement décorrélée avec finalement ce qui se fait dans le marché libre, etc. Et on a des gens qui restent dans des grands logements parce que quitter un grand logement, c'est plus coûteux d'en prendre un plus petit. Remettre de l'argent dans un système qui produit ça, ça pose question. Donc, est-ce qu'il ne faut pas repenser le logement social? Et vous le disiez très bien, c'est que CDC Habitat, qui est quand même le bras armé de l'État pour produire du logement social, préfère aujourd'hui se tourner vers le logement, vers le LLI, c'est ça? Enfin, en tout cas, il y a cette volonté. On développe en parallèle. Mais je crois que quand on les a auditionnés, effectivement, il y avait cette volonté du LLI, et vous le disiez, c'est assez juste, pour contourner finalement ce carcan du logement social. Donc, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas à remettre un peu les choses à plat, à repenser? Moi, je le vois aussi, c'est-à-dire qu'on produit là où c'est possible, pas forcément là où on en a besoin, parce qu'évidemment, il y a toujours cette question du foncier, etc. Donc, OK pour du logement social, mais quel logement social? Et vous ne parlez pas du tout d'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que le logement social a vocation à loger 75% ou 65% de la population française? Parce que s'il faut atteindre ce chiffre-là, on en est très loin, évidemment, puisque, bon, est-ce que le parc existant ne suffit pas pour loger les
les plus modestes et plutôt trouver une alternative à ceux qui pourraient accéder à la propriété, etc. Voilà. Vraiment, ma réflexion, elle tourne autour de ça parce que je trouve que là, on ne veut pas aborder le fond du problème et les causes des difficultés à faire plus de logements sociaux. Alors d'abord sur l'accession à la propriété, en fait, mon propos sur la crise du logement, il était quand même très centré sur l'accession à la propriété, justement, sur le fait que une partie croissante des ménages, disons à revenus moyens et moins, qui, par exemple à la fin des années 90, qui a été une période assez florissante, de détente du marché, assez généralisée, pouvaient accéder à la propriété et donc libérer des logements sociaux et donc introduire plus de mobilité dans le système. Aujourd'hui, elle ne peut plus. Donc oui, évidemment, je continue de penser qu'il faut trouver des moyens du développement d'une accession à la propriété abordable. Maintenant, aller vers, par exemple, vers ce qui a été des hypothèses parfois mises sur le tapis, d'aller vers une accession très sociale à la propriété, je pense que là, c'est entrer dans une zone de fort risque. D'endettement notamment. On voit qu'aujourd'hui, au revoir, que finalement, les ensembles immobiliers dans lesquels les problèmes sont les plus graves en France, ce ne sont pas des ensembles immobiliers de logements sociaux, mais des copropriétés. Donc, de fait, amener des ménages finalement qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires vers la propriété est un grand risque. On l'a vu à l'étranger. Et c'est une des grandes vertus du système français jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a eu quelques moments dans les années 80 un peu plus compliqués, mais quand même, une des grandes vertus du système français, d'avoir gardé cette prudence. Mais oui, un des moyens de remettre de la fluidité dans le logement social, c'est développer des formes d'accession sociale à la propriété pour ceux qui en ont les moyens. Et le BRS est une formule. Il y en a potentiellement d'autres. Est-ce que ça disqualifie le besoin de construire des logements sociaux? Pour moi, non. Je pense qu'il faut mener les trois, hein, toujours. Et c'est aussi quand même une des vertus du système français, hein, c'est d'avoir toujours plutôt de jamais avoir mis toujours tous ses œufs dans le même panier et d'avoir continué à développer les trois grands secteurs que sont l'accession à la propriété, le logement social et le logement locatif privé, jusqu'à cette année avec les systèmes de défiscalisation dont je disais tout à l'heure que ça serait bien de les décupler autrement. Parce qu'il y a aussi une place pour le logement locatif privé. Là-dessus, je n'en ai absolument aucun doute. Pour autant, encore une fois, la demande de logements sociaux, aujourd'hui, elle est forte. Et ce n'est pas parce qu'on en a construit qu'il y a plus de demandes. S'il y a plus de demandes, c'est parce qu'il y a plus de ménages qui ont du mal à entrer ailleurs, c'est-à-dire dans le marché. Et qui donc tentent d'entrer par le logement social. Alors, est-ce qu'il faudrait trouver des moyens de mettre plus de fluidité? Vous avez évoqué la question de la sous-occupation. Alors, les logements... C'est un sujet, c'est un vrai sujet, avec de très grandes disparités territoriales, parce que finalement la sous-occupation à Nevers, c'est pas un problème, parce que on est plutôt content d'avoir des locataires. Hein. Donc, il y a des endroits quand même où on met des logements sociaux massivement sur le bon coin. Hein. Pour les placer, on fait que de la maison individuelle, parce que sinon, même en collectif, plus personne n'en veut. Donc ce n'est pas forcément là qu'il y a le plus besoin de construire des logements sociaux. Sauf pour renouveler, mais pour croître, peut-être pas. En revanche, dans les marchés tendus, le problème aujourd'hui, c'est que il y a effectivement un problème des situations de sous-occupation. Là, oui, il faut sans doute, mais c'est de la technique pour le coup, mais il faut se mettre à cette technique, faire en sorte qu'effectivement, ça ne soit pas plus cher de passer d'un T4 à un T3. Ça c'est pas possible. Ni de dire que madame, vous êtes veuve, vous êtes toute seule dans votre T4, on va vous proposer un studio. Parce que non, madame, elle a ses meubles, elle a ses affaires, il y a toujours elle reçoit ses petits-enfants, enfin bon, il y a tout un argumentaire dont une bonne partie trouve quand même un minimum de légitimité dans le bon traitement des personnes âgées, en quelque sorte. Hein.
Et là, il faut développer effectivement des mesures techniques qui permettent de ne pas avoir de loyer supérieur, voire d'avoir un loyer inférieur. Après tout, une pièce de moins qu'on paye moins cher, ça serait quand même la moindre des choses. Et puis de trouver des moyens de conviction. C'est du travail au sein des organismes de logement social que certains font, hein, mais qui donnent des résultats qui sont effectivement un peu modestes, qu'il faudrait accentuer. Est-ce qu'il faut réfléchir pour moi, c'est une question, j'ai absolument pas la réponse, mais je pense qu'il faut la mettre sur la table pour la traiter vraiment. Est-ce qu'il faut réfléchir au droit au maintien dans les lieux ? Est-ce que partout, ça reste justifié pour tous les ménages ? Mais je pose la question avec quand même beaucoup d'inquiétude, parce que si c'est pour dire à un ménage aujourd'hui, vous avez des revenus qui ont dépassé les plafonds de ressources, donc il faut que vous partiez. Mais si vous partez, que vous habitez à Saint-Denis, mais que le fait de partir, ça vous amène à 1 heure de RER, et que vous travaillez avec des horaires décalés, etc., c'est pas évident quand même. Donc il y a aussi... le problème est sérieux, mais... Alors, je pense qu'il faut mettre sur la table toutes ces questions techniques, mais de fait, aujourd'hui, encore une fois, le problème, c'est que même si on construit, l'offre recule. Donc même si on voulait simplement rester au niveau d'offre optimal, on n'est jamais arrivé en Ile-de-France, un niveau d'offre optimal. Mais même le niveau d'offre d'il y a 20 ans, oui, il faut continuer à construire, et plus encore que ces derniers temps. Mais des logements de qualité. Il faut aussi... on voit que... Alors j'ai un point, c'est juste pendant que j'y pense, pardon. J'ai dit 65% des ménages sur le critère de revenus sont éligibles au logement social. En réalité, c'est la moitié. Parce que parmi ces 65% de ménages, la moitié sont propriétaires. Donc ceux-là ne sont pas éligibles au logement social. Donc la réalité, c'est sur le simple critère de revenu, c'est 65%, mais sur l'ensemble de la question de l'éligibilité, c'est plutôt 30%. Voilà. 30-32, quoi. Mais plus, par exemple, dans la métropole parisienne, où il y a plus de locataires et moins de propriétaires, donc il y a plus de ménages éligibles. Et une partie aujourd'hui majoritaire de la demande, ça c'est un point qui est souvent évoqué maintenant, est composée de personnes seules. Soit jeunes, soit divorcés, séparés, soit un peu âgés mais ayant besoin de se loger correctement, mais en tout cas vivant seuls. Et là, il y a un problème d'offre de logement de pièces. Le studio, ça ne se loue pas, et ce n'est pas forcément le meilleur produit, parce qu'une personne seule, parfois, surtout si elle est jeune, elle ne restera pas éternellement. Donc si c'est générer du surpeuplement en mettant les gens dans des studios, ça ne va pas bien marcher. Mais or, le logement social, aujourd'hui, il est majoritairement composé de 3 pièces, 4 pièces. Et donc, parmi les enjeux de la production, il y a aussi l'idée de compléter la production avec des logements plus petits, qui manquent aujourd'hui dans le système. Donc, vous voyez, les raisons de produire, elles sont quand même assez nombreuses. En plus, avec quand même certes, on a encore une image du logement social comme celui des grands ensembles, les tours et les bars. Mais les logements sociaux qu'on produit aujourd'hui sont des beaux logements, de vraie qualité. Et avec en plus une gestion professionnelle plutôt de qualité. Alors il y a des disparités entre les bailleurs, mais bon, quand même, globalement plutôt de qualité. Donc je pense qu'il est aussi nécessaire de sortir de l'image des HLM des années 60-70, qui rendent encore beaucoup de services d'ailleurs quand même, hein, mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup. On pourrait poursuivre la discussion un bon moment, parce que forcément chaque réponse suggère chez moi et sans doute chez beaucoup d'autres des questions, mais bon là il faut comment faut savoir arrêter une greffe, comme disait quelqu'un. Merci.